Donc, bienvenue à tous. On va aborder les 3 épreuves du diplôme et plus particulièrement, en deuxième partie de ce live, l'épreuve numéro 2. Pour bien comprendre le chemin à parcourir, je vais commencer par vous féliciter puisque vous avez parcouru 80% du travail à faire pour obtenir le diplôme d'expertise comptable et qu'il reste effectivement ces 20% de temps à consacrer pour pouvoir terminer le diplôme d'expertise comptable. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou d'autres problèmes de son, mais ça je ne le souhaite pas, vous pouvez indiquer les éléments dans le live et je vais pouvoir consulter tout au long du temps que nous allons passer ensemble vos questions et je vais faire le maximum évidemment pour répondre à vos questions. On va commencer par combattre les idées reçues. Pour certains candidats, l'examen est une formalité. Je ne pense pas que ce soit une formalité. Le problème de l'examen est surtout de suivre le bon chemin et de se préparer correctement aux 3 épreuves. Pour ces 3 épreuves, par contre, il y a un sens à suivre et vous allez pouvoir utiliser le bon sens, effectivement, pour pouvoir réussir, c'est quand même votre objectif à tous, le diplôme dans un délai assez court. Certains me disent, c'est un parcours qui est beaucoup trop difficile pour moi. Ne laissez jamais autrui vous dire cela. Et ne vous laissez pas non plus, vous, penser que vous ne pouvez pas obtenir le diplôme d'expertise comptable. Effectivement, il faut travailler les uns après les autres, les différents obstacles et apprendre à tout simplement comment on va faire pour passer les obstacles les uns après les autres. Moi, je vous félicite. Le DSCG et les autres examens que vous avez passés auparavant, qui étaient des épreuves techniques difficiles, sont terminés. Donc, bravo. C'est pour ça que je dis qu'il reste 20% du parcours. Je ne trouve pas de sujet de mémoire. Il faut quand même se rendre compte, sur le diplôme, il y a 3 épreuves, dont une épreuve où c'est vous qui choisissez le sujet. Donc, on peut concevoir que trouver un bon sujet de mémoire est difficile, mais il y a aussi un ordre à suivre pour trouver un sujet qui va vous intéresser suffisamment pour pouvoir consacrer assez de temps sur la rédaction de votre mémoire. Donc, je vous donnerai ce soir un point de départ. Il y a un point de départ pour toutes les épreuves, qui est incontournable, évidemment. Je n'ai pas le temps cette année. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez avoir plus de temps l'année prochaine pour pouvoir préparer vos épreuves? Non, je vous rappelle que dès que vous avez l'attestation de fin de stage, il faut absolument que vous profitiez des 6 années devant vous pour pouvoir effectivement boucler l'intégralité de vos épreuves. Je n'ai pas le temps cette année. Je ne pense pas que vous allez avoir plus de temps l'année prochaine, puis ensuite l'année d'après. N'oubliez pas que vous n'avez que 6 années après l'attestation de fin de stage pour boucler votre diplôme. Ne laissez jamais l'occasion de passer une session des épreuves écrites. Plus vous allez être loin de la fin du stage d'expertise comptable, plus vous allez être obligé de faire un effort conséquent pour pouvoir, si vous voulez, passer les différentes épreuves. Donc, essayez dans la continuité
du stage, dès l'attestation au moins, de commencer vos épreuves. Autre idée, je ne fais pas de mission intéressante. Alors, si dans l'idéal, il y avait un cabinet idéal avec des clients idéaux, un sujet de mémoire idéal, des sujets d'écrit idéaux, des examinateurs idéaux aussi, donc ça veut dire des candidats idéaux aussi. Donc, non, on ne fait pas tous que des missions intéressantes, loin de là. Peu importe, les missions que vous réalisez au quotidien, tous les jours, dans vos cabinets, ou si vous êtes en entreprise, dans votre entreprise, il y a toujours un moyen de trouver un sujet de mémoire. Par contre, vous devez vous positionner absolument par rapport aux attentes du jury d'expertise comptable, donc les attentes de l'examen. Donc déjà, premier point, comprendre ce que l'on attend de vous. C'est ce que l'on va faire ce soir. Je ne participe pas aux missions de CAC. C'est pas grave, hein. Ce n'est pas parce que vous ne participez pas aux missions de commissariat aux comptes que vous n'avez pas la possibilité, heureusement, de travailler correctement vos examens et les différentes épreuves. Je pourrais vous faire une autre affirmation. Je ne réalise pas de mission d'expertise comptable. Donc oui, le candidat qui a le stage où on fait 50% d'expertise, 50% de commissariat, c'est aussi quelque chose d'utopique. Donc évidemment, vous allez travailler pour les différentes épreuves vos points faibles. Si vous faites que du commissariat, vous allez peut-être travailler plus la documentation nécessaire pour l'expertise. Donc ça, c'était quelques idées reçues, j'ai essayé de combattre. N'hésitez pas à mettre vos remarques, parce que je les lis en même temps, sur la plateforme. Alors, ce qu'il faut vraiment avoir en tête. Avant d'aller un peu plus loin sur l'épreuve numéro 2, il faut que vous puissiez comprendre où se situe cette épreuve. Donc, je vais présenter les 3 épreuves, mais avec un autre angle, un autre point de vue pour vous aider à dédramatiser le diplôme. Déjà, premier point, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Donc, il n'y a pas de classement. À partir du moment où vous allez obtenir 80 points, eh bien, vous pourrez obtenir l'examen. Alors, pas 80 points n'importe comment. Évidemment, il faut éviter d'avoir des notes éliminatoires. Ensuite, vous avez des coefficients. Le mémoire a un coefficient 4. L'épreuve écrite numéro 2, celle qui vous terrorise pour certains, a un coefficient de 3. La déontologie a pour coefficient 1. Je vous laisse calculer, mais la moyenne des 3 épreuves, évidemment, 80 points, ça vous fera 10. L'idée, pour pouvoir bien retenir les éléments que vous devez mettre en avant pour ces 3 épreuves, c'est de s'appuyer sur les éléments de la note du jury et le dernier rapport du président du jury du DEC, Monsieur Martial Châtefou. Premier point à bien avoir en tête. Les 3 épreuves de l'examen, c'est un test final dont l'objectif est de vérifier, surtout, vous avez des connaissances. C'est pour ça que plus on est proche du stage, mieux c'est. Pourquoi? Parce que cela va vous éviter d'oublier toute la déontologie que vous avez vue pendant les formations au cours du stage et d'oublier d'autres principes qui ont été vus pendant les journées de formation du stage. Donc connaissance, méthode et surtout
surtout un comportement professionnel. Donc retenez bien qu'au niveau du diplôme d'expertise comptable, avant d'accéder à 2 professions qui sont réglementées, que ce soit l'expert comptable ou le commissaire aux comptes, les 2 exercent des professions réglementées. Nous, on va vérifier par ces 3 épreuves que vous avez bien un comportement professionnel. Premier point. Et vous allez me dire dans la messagerie à quelle épreuve ce premier point de la note du jury vous fait penser. Être capable de comprendre une situation réelle complexe pour porter un jugement sur les comptes annuels, tant en audit, si on se positionne en audit légal, ou en expertise comptable. Ça vous fait penser à quelle épreuve? Est-ce que ça vous fait penser à l'épreuve 1 de déontologie, à l'épreuve 2 où on vous met en situation sur des études de dossier, ou l'épreuve 3, c'est-à-dire le mémoire? Je vous laisse un peu de temps pour donner votre opinion dans la messagerie, si vous voulez mettre un commentaire. Donc, vous pouvez répondre soit la 1, soit la 2, soit la 3. Je laisse un tout petit peu de temps de réponse. Révision légale. Eh bien, Lily, je suis absolument... Voilà. Sarah également, je suis absolument d'accord. La 2, Pierre, exactement. Donc, il s'agit bien de la 2. L'épreuve numéro 2 va être constituée de plusieurs dossiers, tant des dossiers en expertise comptable que des dossiers en commissariat. Le but étant effectivement de vous mettre, effectivement, comme dit Marie-Pierre, en situation. Donc, on va vous mettre au milieu d'un dossier, comme un dossier que vous pouvez rencontrer chez un client. On va vous poser un certain nombre de questions et vous allez essayer de répondre le plus professionnellement possible. Or, pour répondre de façon professionnelle, et ça je vais le répéter plusieurs fois pendant ce live, il est nécessaire de s'appuyer sur le bon vocabulaire. Donc, j'ai dit un premier mot, le vocabulaire. Par contre, pas n'importe lequel, le vocabulaire tel qu'il existe dans la réglementation applicable à nos 2 professions. Profession réglementée, vous voyez, le deuxième mot nous donne la voie directement vers la réglementation. Le deuxième point, je prends l'ordre de la note du jury. Montrer que l'expérience que vous avez acquise au cours du stage professionnel vous autorise en tant que candidat à aborder et traiter différentes missions d'un professionnel comptable indépendant. Est-ce que pour pouvoir montrer que vous avez une expérience, alors évidemment vous n'avez pas 50 ans d'expérience, évidemment vous n'avez pas passé la moitié de votre vie au niveau des bibliothèques virtuelles ou physiques de l'ordre et de la compagnie, mais vous avez au moins un contenu de stage pendant 3 ans, et ensuite vous avez suivi les formations obligatoires, donc vous avez appris un certain nombre de choses, acquis une spécialité, pourquoi pas sur un domaine. À votre avis, ce second point fait référence à quelle épreuve? Est-ce que c'est l'épreuve, alors l'épreuve 2, ça y est, on a trouvé, il nous reste la 1 ou la 3 qui est le mémoire. La 1, déontologie, la 3, mémoire. Alors, si je vous laisse un petit peu de temps pour donner votre réponse dans le live, enfin par la messagerie évidemment. Eh bien oui, Sarah, Lily, bien sûr, Stéphania également, je suis tout à fait merci à vous. Oui, effectivement, il s'agit de l'épreuve du mémoire. Par contre, pour pouvoir montrer que vous pouvez aborder ou traiter les missions que vous proposez
en tant que professionnel indépendant, encore une fois, vous allez être obligé de bien montrer que vous connaissez parfaitement la réglementation. Donc, pour connaître la réglementation, cela signifie tout simplement d'apprendre le vocabulaire. Donc, je radote pas, hein, mais je fais exprès d'appuyer sur ce point, d'employer correctement le vocabulaire juridique qui est prévu dans les 2 professions réglementées. Pour employer ce vocabulaire et le maîtriser les différents termes, par exemple, est-ce que dans un sujet de mémoire en titre, vous pouvez dire « je propose une mission d'urgence ». Malheureusement, la mission d'urgence n'est pas prévue du tout dans nos cadres de référence. Donc, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'examinateur? Évidemment, vous renvoyez votre agrément en vous demandant de préciser, en utilisant le cadre de référence et ou la déontologie, ou en tout cas la bonne norme, de préciser ce que vous appelez par mission d'urgence. Le 3e point, alors ça va être beaucoup plus simple, hein. Bon, quand on parle de démontrer que ces études et ces expériences lui permettent d'apporter une réflexion personnelle, originale à une question de gestion au sens large, bon, cela permet de faire référence à la fois aux mémoires et à la fois aux 2 autres épreuves. Quand on parle de réflexion personnelle originale, ce n'est pas le sujet qui va être original, mais c'est la façon dont vous allez réfléchir sur le sujet qui doit constituer votre originalité. Alors, il ne s'agit pas de faire des découvertes. Par contre, il s'agit de traiter les sujets d'un point de vue d'un professionnel indépendant. À faire et à éviter. Et on va analyser le dernier rapport du président du jury, hein, du diplôme d'expertise comptable, ce qui vous permettra de constater ce que vous devez faire ou ne pas faire. Et ensuite, nous pourrons échanger en fonction des questions que vous vous posez. Donc le dernier rapport qui date du début de l'année, le prochain c'est pour bientôt début juillet. Extrait numéro 1. Sur les 1534 candidats, je vous laisse faire les pourcentages vous-même, pouvant obtenir le diplôme. Donc ça veut dire qu'ils disposaient d'un nombre de points supérieur à 80 en additionnant les 3 épreuves et les points obtenus à chaque épreuve. Eh bien, malheureusement, 439 candidats ont été éliminés. Est-ce que vous avez une petite idée pour quelles raisons des candidats, 439 sur 1534 candidats, ont été éliminés, en prenant ceux qui pouvaient obtenir le diplôme? Que s'est-il passé pour ces candidats? L'une des raisons principales est tout simplement l'obtention d'une note éliminatoire, c'est-à-dire inférieure à 6, sur l'épreuve numéro 2, l'épreuve écrite numéro 2, pendant laquelle vous avez le droit à tout. Voilà, exactement. Merci beaucoup pour votre commentaire. Vous avez le risque d'obtenir effectivement une note éliminatoire si vous appliquez les conseils suivants. Je vais vous donner les conseils à ne pas suivre. 1. Venir avec une documentation périmée.
Évidemment, si vous emportez avec vous le Code général des impôts de 2018 pour une épreuve qui se déroulera pour vous en 2022, c'est une documentation périmée. Donc, premier point pour réussir à avoir moins de 6. Ensuite, venir avec une documentation papier, mais qui n'a pas été travaillée. Je sais que depuis longtemps maintenant, nous avons l'habitude en cabinet de travailler avec une documentation disponible en ligne. D'ailleurs, ce soir, nous sommes en ligne pour évoquer le diplôme d'expertise comptable. Or, avec une documentation en ligne, on a pris l'habitude de faire une recherche par mots-clés et c'est assez simple, finalement, d'obtenir la bonne référence quand on cherche quelque chose. Ce n'est pas du tout comme cela que ça se passe pour l'épreuve numéro 2. Vous devez prendre l'habitude, si ce n'est pas le cas dans votre exercice quotidien en cabinet ou en entreprise, d'utiliser absolument une documentation papier et pas n'importe laquelle. De plus, si la documentation papier non seulement n'est pas à jour, ensuite vous ne l'avez jamais consultée. C'est sûr que pendant l'épreuve numéro 2, vous aurez le temps de la consulter, simplement vous n'aurez pas le temps de répondre aux questions posées. Donc c'est le deuxième écueil. Troisième écueil, la méconnaissance absolue de la législation qui régit nos deux professions. Or, il y a une épreuve où vous avez besoin absolument d'apprendre par cœur toute la déontologie. Eh bien, je vais répondre à votre question. C'est l'épreuve numéro 1. Le taux de réussite à l'épreuve numéro 1 est de 98%. Ça, c'était pour la dernière session de novembre 2020. Une seule note éliminatoire. Or, c'est un atout incontournable d'apprendre toute la déontologie pour pouvoir aborder de façon simple et la rédaction de l'agrément. Ça vous évitera de me proposer en titre une mission d'urgence, parce que dans ce cas-là, mission d'urgence, le mot urgence n'existe pas dans le cadre référentiel des missions de l'expert comptable. Mais cela vous permettra aussi de proposer en annexe de votre mémoire des lettres de mission, des répartitions de travaux entre vous et le client et d'autres éléments en vous appuyant en permanence sur la déontologie. Ça sera vrai également en commissariat aux comptes ou pour la rédaction de certains paragraphes dans des rapports ou des avis. Effectivement, vous allez proposer des rédactions précises. Alors, je vais lire vos questions. Du coup, n'est-il pas pertinent de mettre à jour les règles de... Alors, le problème, c'est que ni vous ni moi n'avons la main, effectivement, pour modifier le règlement de l'examen. Pour l'instant, en l'état actuel des textes, la réglementation pour l'épreuve numéro 2 est que vous venez aux examens avec une documentation manuscrite. Plus la solution est avec vous. Patricia. Ah, c'était le médium spirituel. Bon, merci. Le médium spirituel, je pense que c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, voilà, on peut pas, on va... Oui, je suis d'accord avec vous que ça serait bien si on pouvait mettre à disposition de tous les candidats, donc 1500 ordinateurs avec la documentation en ligne et qui fonctionnent en même temps dans les mêmes conditions au niveau des salles d'examen. On a le même problème sur d'autres examens dans d'autres disciplines que le diplôme d'expertise comptable. Mais pour l'instant, en l'état actuel,
c'est malheureusement documentation papier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous devez absolument apprendre la déontologie, la réglementation professionnelle pour obtenir un 18 sur 20, et ça c'est tout à fait envisageable sur l'épreuve numéro 1. Or, un 18 sur 20 à l'épreuve numéro 1 vous permet de compenser un petit peu, avec 8 points, le 8 sur 20, vous risquez plutôt d'avoir à l'épreuve numéro 2. Avec une préparation, on peut obtenir une note de 10, 12 ou plus à l'épreuve numéro 2, mais à condition de se préparer correctement. Documentation à jour, savoir comment rédiger les réponses de façon professionnelle et surtout ne pas avoir à chercher dans une documentation qui est méconnue par les candidats. Alors, je vais vous poser une petite question comme ça. Savez-vous vous servir du code de commerce papier? Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Donc, la réponse du président du jury que je viens de vous énoncer, c'est qu'effectivement, dans une logique de compensation, on prend un maximum de points d'avance en déonto et pour compenser l'épreuve numéro 2. Alors, Francis, pour répondre à votre question, on va vous donner des éléments pour réviser cet été l'épreuve numéro 1 et on pourra vous donner aussi les références d'un ouvrage pour l'épreuve numéro 1. C'est vraiment le point de départ. C'est aussi le point de départ pour trouver un sujet de mémoire. Allez regarder l'évolution de la législation, regardez quelles sont les nouvelles missions, quelles sont les actualités sur le site de l'ordre ou de la compagnie, suivant si vous préférez plutôt faire un mémoire orienté expertise ou un mémoire orienté CAC, mais votre connaissance de la législation va vous débloquer beaucoup de points, et c'est ça qui compte quand même, c'est le nombre de points à la fin, pour l'épreuve 2, et aussi vous faire avancer à grands pas sur l'épreuve du mémoire. Alors, je prends la question suivante. Alors, si vous voulez votre Master 2, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que là, le diplôme d'expertise comptable est après l'obtention du Master et après 3 années de stage professionnel. Mais sinon, bienvenue avec nous pour ce live. Mais on n'est pas sur cette thématique ce soir au niveau du deck. Du tout. Ils ont déjà tous leur master en fait. Alors, je vais répondre, avez-vous un répertoire? Ça, je l'ai fait. Et vous allez surtout avoir un programme de travail. Alors, sur la session de novembre 2020, l'épreuve 2 comportait pour cette session 3 dossiers indépendants. Ça veut dire que le traitement des dossiers peut se faire dans un ordre que vous avez le droit de choisir. Si le dossier 1 ne vous convient pas, vous pouvez commencer par le dossier 3. Si le dossier 2 vous plaît, eh bien vous pouvez commencer par le dossier 2. Par contre, que dit le président du jury? Le premier dossier était noté sur 10 points. L'épreuve dure 4h30. Ça veut dire que la moitié de votre temps serait consacré à un dossier noté sur 10 points. Donc il y a toute une gestion du temps, effectivement, à apprendre pour l'épreuve numéro 2. Et c'était consacré essentiellement à des questions de commissariat aux comptes sur 10 points. Ça veut dire que on est bien dans cet équilibre qui est recherché. Alors, c'est peut-être pas toujours parfait, mais un équilibre où vous allez avoir autant de questions orientées mission d'expertise comptable
que de questions orientées commissariat aux comptes. Donc, tout est fait pour que, quelle que soit l'origine de votre stage, le lieu où vous avez effectué votre stage, les conditions dans lesquelles vous avez effectué votre stage, vous avez pu faire que de l'audit en secteur bancaire, ou vous avez fait que de l'expertise en secteur associatif, peu importe. Il y a des éléments d'examen sur lesquels il faut se préparer, et en fait, le secret étant de s'habituer à rechercher rapidement dans la documentation. Bien sûr, je ne vais pas vous demander cet été d'apprendre l'intégralité du code de commerce, suivi de l'intégralité des mémentos qui sont en vente chez Francis. Non, pas du tout, mais je vais vous demander de commencer par le début, c'est-à-dire mettre à jour toutes vos connaissances de réglementation que vous avez suivies pendant les 3 années de stage. Alors oui, peut-être certains points sont éloignés, d'autres ont déjà changé, puisque la réglementation professionnelle évolue en permanence. Alors, je vous écoute à présent. Quelles sont pour vous les difficultés que soulève cette fameuse épreuve numéro 2? Alors, je vous laisse largement le temps de mettre vos questions dans le live et je vais essayer de vous répondre tout de suite à vos différentes interrogations et vos différentes questions. Donc, on laisse un tout petit peu de temps pour que ce soit possible aux personnes. Alors, vous avez le droit également de poser des questions qui concernent d'autres épreuves. Hein. Si vous voulez poser des questions sur l'épreuve 1 ou sur l'épreuve 3, bien évidemment, faites-le. L'épreuve 1, on a des questions de 2 types. La méthodologie de révision de l'épreuve 2. Est-ce que la gestion du temps? Oui, effectivement, la gestion du temps est quelque chose de difficile à appréhender tant que vous n'avez pas appris le fonctionnement des mémentos version papier. Donc oui, la gestion du temps, c'est une difficulté, mais on peut s'y préparer. Oui, chercher l'information en évitant de perdre du temps, on peut s'y préparer aussi. Il y a une chose que vous ne pouvez pas faire, la seule chose que vous ne pouvez pas faire sur cette épreuve, c'est effectivement choisir le sujet. Par contre, vous pouvez choisir d'emporter une documentation à jour, travaillée et annotée. Comment trouver la bonne documentation à utiliser? Alors, c'est quelque chose, effectivement, que nous travaillons. La rédaction des réponses est quelque chose aussi sur lesquels je vais couper tout de suite sur une idée reçue, à savoir, ce n'est pas parce que la question est longue que vous devez rédiger une réponse longue. Donc, il y a toute une stratégie à mener pendant l'épreuve et parfois rédiger des réponses trop longues va vous conduire surtout à une perte de temps et donc une perte de points. Problématique de la documentation, c'est effectivement quelle documentation apporter, comment chercher dans la documentation. La question de Sarah, faut-il toujours systématiquement les numéros d'articles? Donc, tout dépend des questions posées, mais vous devez toujours référencer votre réponse. C'est-à-dire, une question, puis-je reprendre le dossier à un confrère sans lui demander son avis? Non. Où je peux trouver la réponse?
dans le code de déontologie. Donc, quand c'est nécessaire, effectivement, nous allons référencer nos réponses. Bien sûr, vous éviterez la chose suivante, c'est d'indiquer, d'après Francis Lefebvre, je pense que le résultat est déductible. Celui qui compose l'épreuve numéro 2, seul doit-il s'entraîner en déontologie? Oui, oui et oui. Oui, Vincent, désolé, je suis contente pour vous que vous ayez l'épreuve de déonto, mais vous allez être obligé de faire un effort et ça sera utile également peut-être si vous avez le mémoire à soutenir ou à rédiger. Oui, c'est indispensable de vous mettre à jour en déontologie. La consultation des documents, eh bien Francis, quand vous en avez besoin. Donc il y a effectivement une technique, mais vous pouvez consulter par exemple pendant la première heure, ensuite finalement pour plusieurs réponses, vous en avez pas besoin, vous allez d'abord réfléchir. Donc le problème, le seul écueil est de ne pas se perdre dans la documentation parce qu'on ne connaît pas les clés de recherche dans cette documentation avant de venir à l'épreuve numéro 2. Donc, pour savoir dans quelle documentation chercher, il y a la possibilité d'apprendre à repérer les mots clés qui vont vous aider systématiquement à rechercher le bon ouvrage et celui qui va vous permettre de donner une réponse la plus pertinente possible. Par contre, la référence de base, tant pis, Francis va peut-être m'en vouloir, non, c'est Vincent, pardon. Vincent, oui, et pour tous ceux qui ont déjà la déontologie, oui, vous devez absolument maîtriser la réglementation professionnelle des deux professions. Est-ce que j'ai répondu à vos différentes questions pour l'instant? Donc, je vais consulter un peu donc c'est pour ça que je tourne la tête. Les éléments, oui, gérer les documents. Pensez que venir avec une bibliothèque complète lors de l'examen est très lourd à porter. Par contre, venir avec une valise cabine et juste la documentation que vous avez besoin, ça sera suffisamment lourd à porter, mais ça sera peut-être juste ce qu'il vous faudra pour répondre à l'intégralité des questions. La rédaction des réponses et la façon de rédiger une réponse simple est quelque chose qui peut s'apprendre aussi avant l'épreuve. Et c'est justement parce que vous allez employer le vocabulaire approprié. Vous allez également, en ayant appris le vocabulaire, être capable de bien comprendre quelle est la question posée. Vous allez forcément rédiger une réponse appropriée. L'épreuve numéro 2 est une épreuve de communication professionnelle. On va sans cesse, pendant cette épreuve, vous demander votre opinion, votre avis, votre jugement. Est-ce que vous seriez d'accord pour réaliser ce dossier? Est-ce que vous avez l'autorisation de réaliser ce dossier? Est-ce que la lettre de mission telle qu'elle est rédigée, est-ce que cette lettre de mission vous convient? Donc vous pouvez consulter les sujets des annales qui sont à votre disposition sur le SIEC, sur le service des examens, mais ensuite, il faut bien avoir à l'esprit que l'autre difficulté, et c'est un des obstacles à apprendre à non pas contourner, mais apprendre pour que ce ne soit plus un obstacle, c'est-à-dire
comment je vais faire pour bien avoir en tête et bien rédiger des réponses avec une communication professionnelle. Vous allez répondre aux dossiers posés dans cette épreuve comme vous le faites quand vous répondez à un client. Si un client vous demande un taux de TVA, vous ne lui dites pas appliquez 20 puis c'est tout. Non, vous allez lui expliquer quand même pourquoi, dans sa situation professionnelle, il doit, sur telle ou telle activité, appliquer un taux de TVA de 20%. Vous n'allez pas non plus lui dire « vous avez qu'à regarder tout seul dans le Code général des impôts ». Non, pas du tout. Vous allez lui donner une explication professionnelle, concise et claire. Alors, le programme pour cet été. Un petit extrait avant le programme de l'été. L'épreuve de soutenance, la moyenne, c'est rassurant, c'est à peu près 11 sur 20. Mais si l'épreuve de l'écrit, c'est 8 sur 20, le mémoire, 11 sur 20, en déontologie, là, on est sur des notes très élevées. Il faut quand même réussir à obtenir la moyenne à l'épreuve numéro 2 pour, avec un mémoire à 10-11, réussir à obtenir les 80 points nécessaires pour obtenir le diplôme d'expertise comptable. Donc ça, c'est une moyenne stable. On mettra à votre disposition le dernier rapport du jury ainsi que la note du jury à l'attention des candidats pour que vous puissiez regarder les statistiques et lire les éléments du président du jury tranquillement après ce live. C'est des éléments effectivement publics. Alors, petit point sur lequel je vais encore attirer votre attention pour obtenir plus de 11 sur 20. Obtenir 13, 14 au mémoire, c'est quelque chose d'effectivement tout à fait faisable, évidemment. Le mémoire, et c'est inscrit par notre président. Lors de la rédaction du mémoire, il est nécessaire, dans un souci de clarté du style et de la rédaction. Et ce souci de clarté, c'est le seul point que j'ai souligné, du style et de la rédaction, c'est quelque chose que vous devez apprendre également pour l'épreuve numéro 2. L'épreuve numéro 2 écrite. Quel style on va employer et comment on va pouvoir faire pour avoir une rédaction simple et efficace. Alors, je lis la dernière remarque de la scène, des réponses courtes et directes, oui ou bien des réponses détaillées. Non, moi je suis pour les réponses courtes et directes, mais avec la référence des textes. Alors j'ai répondu à la dernière remarque de l'un de vos futurs confrères. Pour cet été, alors je sais bien que vous avez tous envie de sortir, je comprends. Mais par où nous allons commencer cet été 2021 ? Nous allons commencer par apprendre la déontologie. Ça vous donnera un temps précieux parce que vous serez prêt pour l'épreuve numéro 1. Pour Vincent, eh bien, vous allez réviser ce que vous ne connaissez pas. Et la déontologie sera nécessaire pour rechercher des sujets, si vous en êtes à la phase de l'agrément, en connaissant pertinemment quelles sont les nouvelles missions ou les missions qui ont justement des éléments nouveaux. Donc ça, en consultant le site de l'ordre et de la compagnie, je le répète, en fonction de ce que vous préférez faire, soit orientation expertise, soit commissariat.
effectivement regarder l'actualité sur la déontologie. Pour la rédaction du mémoire, si vous rédigez cet été, soyez très attentif à proposer en annexe de votre mémoire des éléments de déontologie qui soient à jour. C'est quand même dommage de constater que certains ont oublié, par exemple, que les sacs n'existent plus. Donc SA2C, je vous laisse rechercher. Alors Vincent, devrions-nous donner des références juridiques pour toute question? Oui, sauf certaines questions qui ne le nécessitent pas. Je compte passer les 3 en novembre. Actuellement, je suis sur le mémoire. Que me conseillez-vous pour travailler les 3? Eh bien, vous commencez par apprendre votre déontologie cet été et la consulter pour pouvoir mettre des éléments en annexe de votre mémoire qui soient bien à jour et employer systématiquement la bonne lettre de mission. Au lieu de les lettres de mission utilisées au quotidien dans les cabinets sont très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les lettres de mission à jour. La répartition entre le client et le cabinet, la répartition des travaux, les conditions générales, le RGPD. Donc, tous ces éléments-là, vous pouvez les insérer dans votre mémoire. Est-ce que toutes les missions nécessitent d'être assurées pour réaliser la mission? Et je ne veux pas les réponses ce soir, évidemment. Est-ce que je dois faire une lettre de mission pour tous les travaux? Comment je rédige? Qui je peux envoyer faire réaliser la mission dans les collaborateurs du cabinet? Est-ce qu'il faut absolument un diplômé pour faire telle mission? Est-ce que j'ai le droit d'emmener avec moi sur certaines missions des assistants? Ou est-ce que je suis obligée de réaliser les missions seule? Est-ce qu'il y a des documents que je dois conserver et ne pas les montrer aux collaborateurs? Toutes les questions que je viens de poser très rapidement sont uniquement des questions de déontologie, mais qui peuvent faire l'objet de questions, que ce soit lors de l'épreuve numéro 2, écrite, ou des questions, effectivement, si j'ai la réponse dans le mémoire, tant mieux. Si je n'ai pas la réponse dans le mémoire, je vous poserai la question en soutenance, moi ou mes confrères, évidemment. Donc, je vous conseille vivement de travailler tous. C'est rigolo, hein, la déontologie. Il ne faut pas essayer de l'apprendre en 24 heures. Hein. Déjà, vous avez beaucoup de choses, vous ne le savez pas, vous connaissez. Et ensuite, vous allez mettre ça tranquillement à jour. 15 minutes par jour en commençant tout de suite, ça devrait aller. Hein. Pas plus. Hein. Déjà 15 minutes, c'est long en déonto. Hein. Documentation à jour. Est-ce que Vincent, par hasard, avez-vous utilisé un ouvrage particulier? Alors, si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Vincent, je ne vous en voudrais pas, évidemment. Est-ce qu'il y a un ouvrage que vous avez utilisé en particulier pour réviser votre déontologie ou pas du tout? Donc, il y a un ouvrage qui est plutôt carré et qui est consacré à l'épreuve numéro 1. Vous achetez évidemment la dernière version. Je ne suis pas du tout sponsorisée par les Caridec. Par contre, celui-ci, effectivement, peut, voilà, merci Lily, peut vous aider vraiment à préparer votre épreuve numéro 1. Voilà, merci Nicolas. Donc, tout à fait. Essayez de voir à quelle date il va publier la prochaine édition pour ne pas l'acheter trop tôt, mais vous allez faire ça. Donc, documentation à jour, ça y est, on a tous trouvé. Donc, c'est Caridec déontologie tel que l'a signalé Nicolas et Lily. Ensuite, vous allez faire des fiches parce que lire l'ouvrage n'est pas suffisant. Il faut que vous puissiez vous habituer puisque les 2 épreuves, que ce soit la 1 écrite ou la 2 écrite,
comme leur nom l'indique, sont écrites. Mais en plus, vous allez être obligé de vous habituer à rédiger de façon manuscrite. Or, vous et moi, on est habitués depuis quelque temps à rédiger à l'aide de notre clavier. Et bien cette fois-ci, il faudra prendre les mains et rédiger aussi papier. Oui, elle est déjà sortie, Lucie, mais est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle il sort DEC 2022? Puisqu'effectivement, moi je vous donne du travail pour cet été, mais en fonction de votre rétro-planning, si vous avez l'intention de passer en mai 2022, mais faites attention à apprendre sur la bonne version. Hein. Il y a toujours à peu près 6 mois de décalage. Voilà. Alors faire des fiches manuelles. Des fiches manuelles, parce que ces fiches manuelles, vous pourrez les emporter avec vous aussi lors de l'épreuve numéro 2. Or, si vous faites une fiche, on imagine sur le secret professionnel. Donc par exemple, ce soir, je dis tiens, je vais apprendre les obligations, le secret professionnel, pour le rayon expert comptable. Je vais faire une petite fiche sur les éléments importants et le fait de rédiger cette fiche manuellement va vous permettre de mieux fixer votre mémoire sur cet élément. Après, quand vous allez faire référence à votre bon, alors le secret professionnel, je cherche dans ma valise. Tiens, c'est les fiches vertes que j'ai rédigées pendant l'été 2021. Ah oui, j'ai fait celle sur l'expert. Là, la question, c'est un problème de secret professionnel sur l'expert. Hop, je peux sortir ma petite fiche pendant l'épreuve numéro 2. Et bien sûr, ma fiche est à jour. Bon, si vous n'avez pas envie de faire des fiches, vous en faites pas. Hein, c'est pas une obligation, c'est juste une idée de ma part, parce qu'on est obligé de faire l'effort en tant que candidat pour rédiger à nouveau à l'aide d'un stylo. Hein. Donc maintenant, on est habitué à chercher en ligne, on cherche avec des ouvrages papier. Maintenant, on est habitué à rédiger à l'aide soit d'un clavier ou d'un stylo électronique. Non, vous allez réapprendre pour certains à rédiger avec du papier et des bics. C'est pareil, je ne suis pas sponsorisée par BIC non plus. Donc, pour la déontologie, voici les différents paragraphes. Exercice de la profession. Est-ce que je peux, par exemple, m'inscrire en tant qu'expert comptable sans le diplôme? Une question, vous avez déjà la réponse. Ensuite, éthique et déontologie. Quels sont les éléments fondamentaux de comportement? Est-ce que vous connaissez les 7 principes de comportement pour le commissaire aux comptes? Je ne veux pas la réponse ce soir du tout, mais le fait de les avoir en tête vous évitera de vous faire piéger sur un élément de dossier dans un dossier de... vous pouvez en consulter dans les annales, dans un dossier posé en examen dans les annales d'expertise comptable. Nous, systématiquement, chez ProCompta, on fera référence au sujet officiel des annales et pas à d'autres études de cas. Contrôle de qualité. Dans quel cadre puis-je avoir un contrôle de qualité? Je fais une fiche. Que se passe-t-il si j'ai des sociétés cotées? Que se passe-t-il si j'ai des entités uniquement non EIP? Est-ce que le commissaire aux comptes, qui est mon voisin, peut venir contrôler mes dossiers? Par exemple, à quoi sert le H3C? Je ne vous demande pas la réponse tout de suite non plus. Qu'est-ce qu'on appelle la responsabilité? Responsabilité, déjà, le mot, vous devez en avoir une définition, mais une définition juridique. Effectivement, on a la responsabilité civile, pénale, disciplinaire, on peut l'être en tant que personne physique ou est-ce que ça peut être la personne morale? Par exemple, si un mandat de commissariat aux comptes est au nom d'une personne morale ou est-ce que le mandat de commissariat aux comptes est au nom d'une personne physique? Donc il y a effectivement cette notion de responsabilité.
Parfois, en consultant justement l'actualité sur le site de l'ordre ou sur le site de la compagnie, il est intéressant de lire les articles, que ce soit, alors je prends la responsabilité, mais ça peut être sur d'autres éléments, pour, si vous voulez, s'imprégner du vocabulaire et s'imprégner de la déontologie sans que ce soit rébarbatif. De toute façon, à partir du moment où vous choisissez deux professions réglementées, eh bien, vous allez être dans l'obligation, pendant toute votre vie professionnelle, effectivement, de bien être à jour de vos connaissances en déontologie, en réglementation. Donc, effectivement, c'est une permanence pour nous tous. C'est quelque chose qui est permanent, qui va l'être pour vous, qu'il est déjà pour vous en tant que stagiaire ou mémorialiste et donc en tant que candidat, mais c'est à vie la réglementation. Avez-vous d'autres questions par rapport à cette première présentation? Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair pour vous sur ce que vous devez commencer comme travaux cet été? Donc, je vous laisse vous exprimer et laisser effectivement un commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Hein. Donc, je commence, même si je ne sais pas par où commencer mes recherches pour un sujet de mémoire, déjà, je vais apprendre la déontologie. Je sais que on vous dit de passer, ça c'est vrai que c'est une très bonne idée, de passer les 3 épreuves en même temps à la même session. C'est vrai que ça, c'est l'idéal. C'est vrai, je suis absolument d'accord. Mais ne loupez jamais une session d'écrit. Pourquoi? Parce que plus vous allez attendre pour aller passer l'écrit numéro 1 et 2, puisque la première fois qu'on s'inscrit toujours pour passer et la 1 et la 2. Plus vous allez laisser passer 6 mois, puis encore 6 mois, alors une fois c'est parce que c'est le Covid, après c'est Noël, ensuite il fait trop chaud, enfin, on a toujours des bonnes excuses pour pas y aller, on a trop de travail, on a très envie mais on n'a pas le temps, eh bien vous allez perdre toutes les connaissances que vous avez déjà et qui sont implicites sur les 2 professions. Donc, déonto cet été, mot d'ordre. Deuxième mot d'ordre, déonto. Et troisième mot d'ordre, déontologie. Ça va vous servir pour trouver un sujet ou pour rédiger votre mémoire, mettre des éléments en annexe parce que parfois on ne sait pas toujours quoi mettre d'autre d'intéressant en annexe. Et surtout, avoir le vocabulaire bien en tête pour bien comprendre les questions et les dossiers qui vous sont présentés dans l'épreuve numéro 2. Pas d'épreuve numéro 2 réussie sans avoir une documentation organisée, annotée, comprise et une déontologie, une réglementation connue. Donc comme source, commencez par effectivement la source qui a été précisée par Nicolas, hein, sur les livres carrés.